Dimanche 7 juin 1896. Quand trouverai-je un cœur aimant? Ah, quand le trouverai-je? Je n'ai pas d'amis, IE, pas de véritable ami en ce monde. Par ami, je ne veux pas dire une de ces banales amitiés, celles qu'on éprouve pour des personnes qu'on connaît, qui sont de votre âge et dans votre position sociale. Oh, de ces amis-là, j'en ai plus que je n'en désire. Que de vingtaines de jeunes filles me comptent sur les listes de leurs amis IES. Oh non, la vraie amitié, la vraie tendresse de cœur à cœur, où on se dit tout, où on s'aime plus que des sœurs, où on rit et pleure ensemble, celle-là, je ne la connais pas. Et que de fois je l'ai cherchée, et que de fois j'ai cru la trouver, mais non. N'y a-t-il donc que moi en ce monde qui ai besoin d'aimer? Il y a eu bien des personnes que j'ai aimées d'une très grande tendresse et qui ne m'ont rendu en échange qu'une amitié froide et indifférente. Mais il paraît que c'est la règle dans la vie, puisqu'il y a toujours, hélas, un qui embrasse et l'autre qui se laisse embrasser. Parmi ces personnes, il y en a une que j'ai adorée, et je m'aperçois maintenant que la tendresse était uniquement de mon côté. Cette jeune fille, c'est Thérèse Desmaz, ma cousine. Elle a 23 ou 24 ans et plutôt agréable que jolie. Oh, celle-là, c'était mon amie, la meilleure que j'ai jamais eue. Eh bien, je vois maintenant que ce n'était pas du même amour qu'elle me payait, mais une amitié banale et indifférente. Oh, la vie! Ingratitude, hypocrisie, froideur, cruauté. Tout le monde est donc égoïste, le genre humain entier n'est donc qu'indifférence, un cœur, pour une âme vraie qui ne mente pas, pour un être que je puisse adorer sans savoir que je suis seule à aimer, pour une vraie amie, une amie passionnée, que ne donnerais-je pas? Tenez, pour cela je donnerais de grand cœur ma vie. Note. En guise de commentaire à cette supplique, Catherine a inséré à cette place dans son journal le petit faire-part de naissance de son frère Jacques, le 7 juin 1896, sur lequel elle avait inscrit « Je ne me doutais pas, lorsque j'ai écrit ces lignes passionnées, le 7 juin 1896, qu'à ce moment-là, un petit être faisait son entrée dans la vie. N'était-ce pas une réponse à mon cri désespéré, petit Jacques? Peut-être trouverai-je en toi l'âme adorée que j'ai tant cherchée. » Dimanche 14 juin, plus une semaine. J'ai mal à la tête, je voudrais revoir maman. Où irons-nous cet été? Maman n'est pas assez bien pour faire un grand voyage. Elle a envie d'aller à Puy, passer 1 ou 2 mois, ça m'embête d'y aller. Mais comme j'aurai premièrement les Troisiers, qui louent la villa Rochefort, deuxièmement, je resterai tout le temps avec maman, troisièmement, j'aurai ma bicyclette et le manège Pélier, voilà de quoi passer 1 mois sans trop s'embêter. Mais pas plus d'1 mois. J'ai encore le projet d'aller de temps en temps au casino de Dieppe. J'y remorquerai Jean et André Troisier. Il y a tous les jeudis des matinées dansantes très chic. André Troisier valse à ravir. C'est moi qui l'ai formé. Et là, je ferai mon petit effet, car, avec un bon danseur, je valse à ravir. Et je n'ignore pas que je suis très gracieuse, tralala. La valse, comme il y a longtemps que je n'ai tourbillonné, dans les bras d'un danseur émérite à la musique enivrante, entraînante d'un bon orchestre. Décidément, je crois que le séjour à Puy sera passable. Jeudi 15 juin. Il pleut, il pleut. Voilà bien des jours et bien des nuits que les gouttes d'eau tombent, serrées de rues comme de la grêle très fine. Il fait un vent qui déracine les arbres et qui fait tomber les nids. Cela s'est un peu arrêté aujourd'hui et il a paru un instant la figure très pâle du soleil. Espérons que le temps va se remettre au beau. Je ne suis pas heureuse. Maman est plus souffrante. Elle est au lit, paraît-il. Je me suis inquiétée horriblement. Mais une chose m'étonne, c'est que Mame, qui se tourmente si facilement d'ordinaire, est très tranquille. Encore un mystère. Du reste,
Cela a été comme ça tout cet hiver et ça continue. Mystère, secret, mystère. Comment voulez-vous que je me retrouve dans ces catacombes? Je n'ai même pas le fil d'Ariane. Fil conducteur, je t'implore à genoux. Fil conducteur, révélateur, bienheureux fil, apparais-moi. Serait-ce vrai alors ce que j'ai pensé tout cet hiver, ce que mon cœur m'a dit? Je ne vois que ce moyen-là d'expliquer toutes les choses incompréhensibles que j'ai vues, car j'ai l'esprit observateur, et sans en avoir l'air, rien ne m'échappe. Voici les preuves que j'ai vues. Premièrement, l'état languissant de maman tout cet hiver. Deuxièmement, vers le mois d'avril, j'ai vu plusieurs fois maman avoir de longs conciliabules avec une personne dans la lingerie. Cette personne, je l'ai aperçue une fois. C'était une nourrice. Troisièmement, la visite plusieurs fois de Monsieur Pinard. Note. Adolphe Pinard, 1844-1934, médecin et homme politique, était le collègue de Samuel Pozzi à l'Académie de médecine. Sa spécialité était aussi l'obstétrique. Reprise. Plusieurs fois de Monsieur Pinard. Quatrièmement, j'ai entendu papa faire la lecture d'une lettre qu'il avait reçue à maman. Ouvrez les guillemets. Monsieur le docteur Intel informe Monsieur le docteur Pozzi qu'il ne fait pas d'accouchement, mais il se permettra de lui présenter un de ses bons amis, le docteur Intel, etc., etc. Toutes ces preuves, j'en suis certaine, ce n'est nullement une invention de mon cerveau. Maintenant, je ne puis énumérer 1001 autres petites choses que j'ai relevées et ajouter à ce faisceau convaincant. Est-ce vrai? Si cela était pourtant, comme j'en serais heureuse. Je m'en doutais il y a longtemps, mais je n'ose pas en être sûre. 18 juin. J'ai un petit frère. Il est né dimanche 7 juin 1896. Il s'appelle Jacques. Je suis la marraine. Je suis heureuse. Je l'aimerais. Cela me paraît presque invraisemblable et pourtant cela est. J'ai en ce moment, à Paris, un joli amour de petit frère. Il a 11 jours. Le petit chéri Jacques. Jeudi 18 juin. Le bonheur du ciel descend dans mon cœur. Il est né. Jacques, mon amour de petit frère. Mam ne me l'avait pas dit car maman et papa se réservaient de nous faire la surprise et de nous le montrer. Mais j'ai deviné. L'amour de petit Jacques aux yeux noirs. Dans sa lettre de ce matin, Nanny parle d'une surprise, d'une grande joie pour nous et j'ai compris. Pour convaincre Mam de ce que je savais de cela depuis longtemps, je lui ai montré ce cahier, là où j'avais écrit mes désirs et mes espérances. Là, j'avais tout dit, et elle a vu que mon cœur m'avait fait deviner ce que tout le monde nous cachait. Petit frère chéri, je t'aime. Je voudrais avoir des ailes pour pouvoir voler vers toi. J'ai enfin un petit bébé à moi, un petit amour que je pourrai soigner et embrasser. Et je serai marraine. Jean sera parrain. Jacques est né le 7 juin 1896. Il a aujourd'hui 11 jours. Samedi 20 juin, 10 heures du matin. Je viens de recevoir une lettre de maman, si gentille, elle est heureuse du bon accueil que nous faisons au nouveau-né. Voilà des passages de sa lettre. Ma petite cachetière de fille, comme je t'aime de m'avoir écrit cette jolie lettre, note. Cette lettre se trouve encore dans les archives familiales et reprend à peu de choses près les propos du journal du 18 juin. Cette jolie lettre, et comme ta joie me fait plaisir, et moi, qui croyais que tu aimais mieux une petite sœur, et qui regrettais tant à cause de toi que Jacques ne soit pas Françoise, me voilà tout à fait consolée. Il me tarde maintenant de mettre dans tes bras cette mignonne poupée qui ne pèse pas plus que Todd et qui commencera à sourire quand tu reviendras. J'espère maintenant que je pourrai lire le fameux cahier à secret, et moi qui croyais que tu ne te doutais de rien et que la surprise serait complète. Tu m'as mise dedans
comme on dit dans le commun, mais tu me l'expliques si gentiment, si tendrement, que je suis contente de tous, de toi surtout, ma mignonne, dont le cœur si bon et tendre prépare au tout petit nouveau-né une bonne place à côté de papa et maman. Fin de la lettre. N'est-ce pas que cette lettre est adorable? Oh, ma maman bien-aimée, qu'il me tarde de te revoir, comme j'attends avec impatience le moment de te serrer sur mon cœur. Lundi 22 juin. Ici, je copie une berceuse que j'ai composée sous l'inspiration du moment. À Jacques, vers libre. Sous la gaze blanche de ton gentil berceau, tu dors, petit Jacques, si charmant, si beau. Dors, dors bien longtemps. Mon joli baby rose. Plus tard, il n'en sera plus temps, car les tempêtes et les vilains vents s'acharneront au lit où tu reposes. Si tu pouvais rester toujours ainsi heureux et pur, sans un souci et blanc, comme la neige est blanche. Mais non, hélas, la vie prendra aussi ta petite âme, car il faut qu'elle tranche tes espérances et les change en dépit. Dors, dors pendant qu'il est temps. Ce moment-là, vois-tu, ne dure pas longtemps. Au réveil, on est un homme. Le sommeil, c'est le temps béni. C'est le moment divin qui nous donne l'oubli de la vie et des hommes. Sous la gaze blanche de ton gentil berceau, tu dors, petit Jacques. Si charmant et si beau. Catherine, note. Ce poème a été recueilli par Laurence Joseph et publié dans Catherine Pozzi, œuvre poétique, édition La Différence, 1988. La belle signature, note. Catherine a en effet fait gicler sa plume, maculant de petites taches d'encre la signature. Digne couronnement de quelque mauvais vers que l'auteur aurait dû jeter au feu ou au fumier. Je ne saurais donc jamais faire des vers un peu jolis. Aussi, c'est bien ma faute. J'ai peut-être mis 1 heure pour aligner ces quelques méchantes rimes. Sainte patience que j'ai besoin de vous. Mais un poète, encore une fois un poète, mais des mois à faire une jolie pièce de vers. J'ai la prétention de faire ça sous l'inspiration du moment. Bouf, tant pis. Je n'ai pas l'intention de me faire imprimer. Je viens de recevoir une lettre de maman, beaucoup moins gentille que la dernière. Je crois au fond qu'elle ne m'aime pas plus que Jean. Vilaine maman sans cœur. Je saurais bien lui rendre son indifférence. Mercredi 24 juin 1896. Ce matin. Papa vient d'arriver. Il fait le tour du propriétaire avec l'oncle, Pierre, note, le jardinier du domaine de la Grollet, et Jean. Il m'a dit que maman ne voulait pas nous laisser venir avant mardi ou samedi. Je suis désolée, voilà bientôt 2 mois que j'ai passé sans la voir. Elle m'a oubliée. Et autrefois, elle me jurait que j'étais ce qu'elle aimait le mieux sur la terre. Ça lui a bien passé, en tout cas. Que la mort doit être douce, que je voudrais mourir, mourir, s'envoler bien loin vers les sphères étoilées, vers un soleil plus beau, vers un ciel plus pur, vers l'amour, trouver enfin un être que je puisse aimer avec folie, un être auprès duquel je ne trouverai pas que déception et indifférence. Lundi 4 juillet, plus 8 jours. Paris, 10 heures du matin. Eh bien, nous y voilà. Nous sommes arrivés samedi matin et depuis ce moment, je n'ai pas trouvé une minute pour écrire. C'est que au moment où j'allais me mettre à écrire, j'entendais du bruit dans la chambre à côté. J'écoute, c'est Jacques qui pleure. Sans doute un pli dans sa couche ou est-ce son vaccin qui lui fait mal. J'accours. Et me voilà avec Jacques dans mes bras. Je le promène, je le console, je le berce, je le rendors tant bien que mal. Et au moment où j'allais me mettre à écrire, j'entends le petit gredin qui recommence à crier. Je le reberce, je le repromène, je le reconsole, je le réendors. Et voilà. Depuis samedi à 4 heures du matin jusqu'à maintenant, je ne me suis pas arrêtée. Pauvre Jaco chéri. Il est si joli, si mignon, que je ne peux pas m'empêcher de l'adorer et de lui passer toutes ses volontés. Mais quand il sera plus grand, j'entends par là quand il aura 2 ou 3 ans, je serai plus sévère. Mais je ne peux vraiment pas corriger ce cher petit bonhomme, qui n'a pas 1 mois et qui ne pèse pas 8 livres.
Samedi 11 juillet, plus 8 jours. Je suis d'une humeur massacrante. Maman recommence à être froide et indifférente avec moi. Elle ne caresse que cet emplâtre de Jean qui lui fait croire qu'il l'aime et qui est toujours mauvais comme une gale, que je voudrais qu'il meure, que je voudrais qu'il ne soit jamais né, je le déteste. J'ai toujours tâché de me faire aimer de lui, jamais je n'ai pu. Tant pis pour lui maintenant, c'est la lutte, la guerre acharnée, je le hais. Mais par exemple, autant je hais Jean, j'aime Jacques. Mon petit bébé adoré, mon amour, tu me consoles de tout. Quand tu me regardes gentiment avec tes grands yeux gris, je me sens récompensée 1000 fois de tout ce que j'endure. Pour ce bébé-là, je donnerais tout. Pour qu'il soit bon, intelligent, heureux, je donnerais ma vie, mon bonheur, à moi. Devrais-je mourir 1000 fois pour le protéger? Si je le pouvais, je mourrais 1000 fois de grand cœur. Lundi, en juillet. Il y a aujourd'hui 5 jours que nous sommes à Puy. Papa est venu passer 2 jours, il vient de partir. Quelle nuit! J'ai commencé cette nuit le rude apprentissage des douleurs de la vie. Ce matin, je me suis réveillée en sursaut par des voix dans la chambre à côté. C'était papa et maman. Je n'avais jamais cru jusqu'ici au pressentiment, mais maintenant j'y crois. Je saute de mon lit à la hâte, une angoisse atroce me remplissait. J'entre dans la chambre et je vois papa faisant à maman des piqûres de morphine. La mort. La mort que j'ai sentie si près. Maman souffrait beaucoup. Je crois que j'ai encore plus souffert qu'elle. Tout se passait à 2 heures du matin. Je n'ai que peu dormi le reste de la nuit. J'ai rêvé tout le temps que maman était morte. Ce matin, elle a vomi plusieurs fois. Que je regrette que papa ait été obligé de partir. Je serais affolée si une autre crise la reprend maintenant. Et il n'y a rien à faire qu'à la regarder souffrir et qu'à faire des piqûres de morphine. Pas de remède, c'est atroce, c'est horrible. Pas de médecin. Si encore monsieur Troisier était ici, je suis malheureuse. 14 ans. Lundi 27 juillet, plus 15 jours. Maman n'ira pas à Bayreuth, c'est décidé, eh bien, j'aime mieux ça. Ce voyage était trop fatigant pour elle. Il pleut, à torrent. Nous avons eu pourtant la semaine dernière quelques jours de soleil radieux, de mer calme, mais ici le beau temps ne dure pas. Monsieur Troisier est ici, il sera de mauvaise humeur par ce temps noir. Quelle scène! La pauvre Renée va avoir à supporter. L'hôtel depuis est ouvert, les voyageurs commencent à arriver. Monsieur Roy a presque fini les améliorations de la plage. Il vient de faire peindre en lettres jaune serein cette enseigne grandiose au-dessus de son cabaret Casino de Puy. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Je l'ignore. Mon âme est en train de passer par je ne sais combien de phases successives. Elle fait peau neuve, je pense, je rêve à quoi? Je serais bien embarrassée de le dire, à la vie, à l'infini, à la mort, à la terre, à la société, aux hommes, au genre humain. Mon esprit marche. Je découvre des milliers de choses sur tout, je trouve la vie telle que nous la comprenons idiote. Je trouve que personne ne songe assez à l'infini et à la mort. Je trouve que les règles de la terre et des nations qui sont faites par la machine sociale sont ineptes. Je trouve enfin que la politique est toujours une chose basse et vile, où se choquent perpétuellement les 1000 petits intérêts égoïstes de chacun. Pourquoi les hommes sont-ils si égoïstes? Pourquoi est-ce que chacun suit sa route seul, sans prendre garde au malheur et aux souffrances de son frère? Pourquoi ne pensent-ils qu'à s'entre-dévorer mutuellement, qu'à se tuer et à marcher après sur le corps de celui qu'ils ont tué pour gravir un degré de plus au sommet de la colline des ambitions et des intérêts satisfaits? Pourquoi? Lorsqu'un homme rencontre en travers de sa route son frère mourant et malheureux, pourquoi?
l'écarte-t-il du pied sans prendre garde à ses blessures? Pourquoi se bouche-t-il les oreilles pour ne pas entendre son cri d'agonie? Cela n'est-il pas atroce? N'y a-t-il donc que moi qu'il comprenne? Voilà à quoi je rêve en regardant la mer. Samedi 1er août plus 3 jours. Mame et Louise Pujol sont arrivées hier au soir. Elles logent à l'hôtel du Puy, qui est vraiment très bien meublé et étonnamment confortable. Elles m'ont apporté le programme du cours de mademoiselle Aleste, car maman cherche un cours bien fait et peu nombreux pour m'y faire aller cet hiver. Je trouve le cours d'Aleste très bien. Mais quoi? Déjà la dernière page? Cher petit cahier adoré, mon confident discret, il faut que je te quitte. Mais je ne peux pas me passer d'écrire tout ce que je ne peux pas dire. Il faut que j'écrive l'histoire de mon âme. Continue. Aussi ai-je déjà un cahier rouge, acheté à Dieppe, tout prêt pour faire suite à celui-ci. Cher ami, mon journal, cher aimé, journal, qui finit ma vie d'enfant et commence ma vie de jeune fille, je n'ose pas dire ma vie de femme. Mais je me sens tellement femme, tellement plus vieille en pensée que toutes mes amies. J'aurais voulu y écrire tout cet été, mais mon âme a tellement eu besoin de se ressaisir un moment au milieu du tourbillon de pensées qui l'agite, que ma plume a couru, et voilà la fin. Mais non, ce n'est pas la fin, car il y aura une suite. Je dirai donc, comme dans les feuilletons, la suite au prochain numéro, et je ferme cette couverture avec un baiser. 2 août, volume 3. Pour faire suite à mon cahier noir intitulé Printemps-été 1896, ce volume est la fin de l'été et l'automne 1896, l'hiver et l'été 1897 et presque tout l'hiver 1898. J'ai eu 14 ans le 13 juillet 1896. Cahier commencé le 2 août 1896, fini le 16 février 1898. Un écrivain a dit, note Alfred de Musset, la vie est un accident sombre entre deux sommeils infinis. Cette pensée est profonde. Elle touche de près le grand mystère de l'inconnu et de la mort. Il y a dedans trop de tristesse, trop de désespoir. La vie est trop souvent triste, il est vrai. Elle contient des moments de douleur, des moments atroces et lugubres. Mais ce n'est pas toujours, comme le disait ce poète désolé, un accident sombre. Il y a des instants de lumière, de joie dans la vie. J'en ai vécu de tels. Et si jamais le chevalier malheur vient s'asseoir pour longtemps à mon foyer, même si je ne devais plus verser que des larmes de sang jusqu'à ma mort, je me rappellerai toujours que j'ai eu des instants de vraie joie, de vrai bonheur, que j'ai vécu des minutes de lumière, et cette vraie joie, ce bonheur profond, c'est la jeunesse. Dimanche 2 août. Je me sens un peu émue en commençant ce nouveau cahier, c'est toujours le même journal, et ceci n'est qu'une suite, pourtant il me semble que c'est un commencement. Mes autres cahiers sont pleins de petits événements de ma vie d'enfant. Celui-ci commence ma vie de jeune fille, je n'ai que 14 ans, j'en parais 12, et pourtant, je ne me sens plus une enfant. Qui pourra me dire ce que sera ma vie? Qui pourra me dire ce que j'écrirai sur toutes ces pages blanches? Le doute de tout. Le doute de l'éternité, le doute de Dieu, le doute de la mort, qui pourra me dire? Mais quelle est la voix lugubre que j'entends? Quelle est la voix qui me dit, guillemets, enfant? Personne ne pourra jamais te dire si Dieu est Dieu. Si la vie n'est pas qu'un caprice de la nature, si ton âme existe, et si tu n'es faite que pour souffrir et mourir, personne ne pourra jamais te rien dire. Va, cours, marche, cours, ne t'arrête jamais. Va dans l'inconnu, marche, seul jusqu'au néant. Fin de guillemets. Et moi je tremble, je marche, je gémis, je cours, il faut que j'obéisse, c'est la loi de l'inconnu, la loi du néant, je tremble. Je cours. 1 an.
2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans se passent. Je tremble, je marche, je gémis, je cours. Après ces fatigues, après ces peines, j'arrive. Enfin, vais-je me reposer, m'arrêter? La voix m'arrive. Cours. Toi, marche dans l'inconnu, jette-toi dans le néant. Je repars. Je suis bien vieille, fatiguée, mais il faut que j'obéisse. Je suis presque arrivée. Je vois très distinctement la fin du chemin. Si je pouvais m'arrêter maintenant, je suis vieille et malade, si je m'arrêtais. Mais une force invisible me pousse. Encore 1 an, encore 5 mois, encore 2 semaines, encore 1 minute. La fin. Voilà la fin. Par pitié, laissez-moi m'arrêter, laissez-moi vivre. Mort, ne m'attire pas ainsi. Je tremble, je marche, je gémis, je cours. Le gouffre. Le voilà, l'horreur. J'entends la voix. Folle de terreur, je cours épouvantée vers le précipice, vers l'immense gouffre sans fond. Vers la dernière seconde, je me précipite dans l'inconnu. Un râle. Mort. Prends cet atome de plus. Repose-toi maintenant, dit la voix. Voilà la vie. Tout cela, nous le savons, mais c'est après qu'il faudrait savoir. Quand les âmes se sont précipitées dans le gouffre, qu'arrive-t-il? Inconnu, tu es grand, inconnu sacré, après. Non, cela je ne le saurais. Cela personne ne le saura jamais. Marche, cours, marche. Mais ne demande pas où donc est-ce que je suis? À la mort? Et après? Inconnu. Après la mort, c'est le silence. Est-ce qu'une âme est jamais ressortie du gouffre? Est-ce que les mots parlent? Je vous le jure. Personne de vous ne saura le mystère que quand il sera dans le gouffre. Samedi 8 août, plus 6 jours. En relisant ce que j'ai écrit il y a 6 jours, je trouve ces pages bien lugubres pour un commencement. En pensant que la plume qui a écrit ces paroles désabusées était tenue par une enfant, j'ai été prise d'une grande tristesse. Quoi? Cette âme est donc jeune? Cette âme à peine sortie de l'enfance et qui n'a encore vu que des fleurs sur son chemin, cette âme ressemble déjà à celle d'un vieux penseur détaché des choses de la terre. Hélas, oui, je ne sais pas comment je m'y suis prise, moi, qui n'ai encore vu que des sourires, qui tous les jours ai de nouveaux et charmants plaisirs, pour penser à des choses si profondes, à des choses qu'on écarte en frémissant de sa pensée. Le grand problème a déjà pris possession de mon esprit, de mon cœur, de mon âme. Il me travaille, me tourmente. Je me prends à désirer passionnément une autre âme, un autre esprit, que ce problème tourmenterait comme moi. Au moins je ne serais pas seule à chercher, à penser des choses qu'aucune des personnes que je connais ne pense, une âme. Toutes deux, la mienne et la sienne, pauvres, isolées, nous nous accrocherions l'une à l'autre, nous nous consolerions mutuellement, les doutes seraient moins durs à porter à deux. Mais voyons, voilà. Mais voyons, secouons-nous un peu mon esprit, pauvre esprit prisonnier dans ce vilain corps, comme il te tarde d'être libre, de pouvoir déployer tes ailes. Décidément, je suis bizarre. Je suis si autre que tout le monde. Si maman et papa, par exemple, pouvaient se douter de toutes les choses profondes et lugubres que j'écris, ils seraient étonnés. Moi qu'ils ne connaissent que comme une drôle de petite fille aimante, assez intelligente, qui adore s'amuser, comme les goûts de mon corps font un drôle d'effet à côté de ceux de mon esprit. Comme on ne connaît que mes idées et mes goûts du dehors, aimer passionnément à lire et ne détestant pas les romans, aimer beaucoup jouer et courir avec des garçons, faire le collégien, adorer le monde, la danse, le cheval, la bicyclette, tous les exercices du corps, aimer la musique, la poésie, idée très arrêtée sur le mariage, sur l'amour, etc.
Ça va bien avec mes idées sur la mort, hein? Et ce goût passionné pour le monde, la danse, le théâtre, les bals, les aventures romanesques. Ha ha ha. Voilà la Catherine du dehors. Celle que tout le monde connaît, la drôle de fille aux yeux vifs, à l'esprit plaisant, mais l'autre. La Catherine songeuse, triste, pleine de douleur à la vue du monde, de notre pauvre monde. La Catherine, rêveuse et passionnée, celle qui voudrait pouvoir courir sur la terre en criant guillemets. Mes frères, je vous aime. Pauvres humains, écoutez-moi. Pensez que demain, l'herbe sera poussée sur vos tombes. Pensez-y, aimez-vous. Mes petits-enfants, aimez-vous. Fin de guillemets. Cette Catherine-là, que j'aime en moi, c'est elle que je chéris comme mon bien le plus précieux, que l'autre meure, que mon corps soit réduit en poussière. La Catherine de mon esprit, je m'envolerai vers la lumière. Dimanche 16 août, plus 9 jours. Hier promenade, très gai à bicyclette, nous étions 6. Jean et moi, André Troisier, Alexandre Lippmann, Henri Mondéard et enfin Louis, notre domestique. Pédalons, pédalons. Et les bicyclistes filent sur les grandes routes, sous les chemins ombreux, à travers les champs verts, semés çà et là de belles vaches rousses à l'ivresse de fendre l'espace. Cette Normandie est belle et verte, ses bois sont frais, l'air est pur, la mer est bleue. Aussi pur, aussi frais, aussi joyeux est le sang de vie qui coule dans nos veines à tous les 6, que d'éclats de rire, que d'entrain. Arrivé à Martin-l'Église, coin délicieux au pied de la forêt d'art, nous sautons lestement à terre. Après avoir admiré les environs, nous avons dirigé nos pas sur un restaurant du village, car à 14 ans, on pense aussi au solide. Nous avons trinqué gaiement, en buvant avec délice des bocs, d'une bière pas trop falsifiée, puis en route, et nous voilà partis. On n'aurait pas pu dire quel était le plus fou des 6. Aujourd'hui, nous goûtons chez les Dumas. Madame Colette, note. Colette Dumas, 1860-1907, que Samuel Pozzi allait opérer sans succès d'un cancer du sein en 1903, était la fille aînée d'Alexandre Dumas fils et de la princesse Nachirchkine, dite la Grande Russie, reprise. Madame Colette a amené à Puy ses 2 nièces, les petites de Falstan, qui sont assez gentilles, surtout Nicole, l'aînée, qui a 15 ans. Jacques pousse comme un petit champignon. Il pèse plus de 11 livres. Il sourit très bien. Il est mignon, adorable. Todd m'adore toujours. Pauvre petit chien chéri. Il est si malheureux lorsque je le laisse à la maison. Je me demande si mon mari, si jamais je suis assez bête pour en prendre un, sera aussi tendre et aussi fidèle. Mais en voilà une bête d'idée. Ça serait impossible de trouver un homme qui m'aime seulement la moitié autant que mon chien ne le fait et qui reste fidèle à mon amour seulement le quart de sa vie. Et puis, je ne vois rien en moi pour inspirer une telle passion. Je serais laide, c'est un fait certain. Mes yeux sont beaux, mais mon nez, ma bouche, mes oreilles sont laids. Je serais probablement malheureuse en amour, car ne pouvant pas inspirer de passion durable, je sais que je serais capable d'en éprouver une. Baste, ineptie. Tous les hommes qui demanderont ma main et ma fortune seront des imbéciles dont je me soucierai fort peu, car vraisemblablement ce seront des hommes du monde, des jeunes fats, et qui croiront faire un grand sacrifice en épousant ma dot et moi. Le seul que j'aimerais, le seul homme qui saura me comprendre et qui m'aimera pour moi seul, celui-là, je ne le verrai probablement jamais, car ce doit être une chimère. Jeudi 17 septembre, plus un mois. Hier au soir, pour la première fois de ma vie peut-être, j'ai vraiment joui des beautés de la nature. Note. Catherine est maintenant à la Groslet.
Il faisait presque nuit, le soleil était couché, mais à l'horizon reposait encore un dernier rayon de lumière. Le ciel était très pâle, mais variait depuis le bleu-gris très clair jusqu'au safran éblouissant et à l'orange foncé. Pas un souffle. Les feuilles noires des grands arbres se détachaient avec un fini délicieux sur les tons clairs du ciel. Quelques étoiles brillaient déjà et la lune resplendissait aveuglante de lumière. Comme musique, quelques grillons et le bruit d'ailes des oiseaux rentrant au nid. Je suis allée m'asseoir sur le banc du vieux chêne là-bas à la Charmille, et je suis restée à rêver en regardant le ciel. Je pensais qu'à ce moment-là, c'était le bonheur si doux, si tranquille à regarder, plein de tendresse, les merveilles de couleurs atténuées qu'offrait l'aspect de la nature. Le soir était si beau, le lac brillait, le moindre brin d'herbe était charmant, et ce ciel, cette lueur orange mystérieuse là-bas à l'horizon, ce nuage si pur, doré par les lueurs de la lune. C'était vraiment le bonheur. Samedi 3 octobre, plus 20 jours. C'est le 50e anniversaire de papa. Tante Jeanne, avec Loulou et Thérèse, note. Tante Jeanne était la femme d'Adrien Pozzi, demi-frère de Samuel. Louise, Loulou et Thérèse, leur fille, vécurent près de La Rochelle où, célibataires et protestantes convaincues, elles fondèrent une sorte de patronage pour les enfants de leur village. Reprise. Tante Jeanne, avec Loulou et Thérèse, est partie hier. Tante Laine l'a accompagnée et elle part ce matin pour Agen. Tante Jeanne va directement à Paris où elle verra ses parents. De là à Reims. Note. Le médecin Adrien Pozzi, que Samuel Pozzi avait épaulé en début de carrière, dirigeait alors l'hôpital de Reims. Auteur, entre autres, d'un manuel théorique et pratique d'accouchement, il s'était spécialisé dans l'obstétrique. Reprise. Nous voilà donc seuls. Me voilà donc seule, car maman est toute la journée avec Jacques, et je ne la vois que rarement, et Jean se promène ou travaille. Autrefois, comme ça a changé, j'étais toujours avec maman. Maman ne pouvait se passer de moi, elle m'adorait maintenant. Ah, petit Jacques, comme il faut que je t'aime pour ne pas t'en vouloir. Petit bébé rose, comme il faut que mon amour soit fort, pour que je ne maudisse pas le jour de ta naissance, ce jour où tu as pris ma place, dans le cœur de celle que j'aime le plus au monde. Lundi 5 octobre 1896. Jean est parti. Il est parti hier au soir pour Paris, car il avait grande envie d'assister aux fêtes qu'on va donner en l'honneur du tsar. Note. Félix Jules Méline et son cabinet organisèrent de grandioses fêtes pour la venue à Paris du tsar Nicolas II et de la tsarine du 5 au 9 octobre 1896. Il paraît que ce sera magnifique et j'avais aussi grande envie d'y aller. Mais maman a essayé de me retenir par tous les moyens possibles, disant qu'elle ne pouvait se passer de moi et que Jacques et elle ne pourraient aller à Paris à cause de l'encombrement et de la foule, qu'il fallait que je reste, car j'étais ce qu'elle aimait par-dessus tout, etc., etc. Moi, je ne peux pas résister à ces choses-là, surtout si c'est Tiouli qui les dit. Alors j'ai fondu et je suis restée. Pour me récompenser, maman a redoublé de câlinerie envers moi, et pour me distraire, elle a fait venir ici mes deux cousins, Franz et Gustave. Note. François, Franz, et Gustave de Coutouly, fils de Charles de Coutouly et Sarah, née Pozzi. Les parents de Catherine les accueillaient en général chaque année pour 1 ou 2 mois de vacances à la Groslay. François, né à Saint-Pétersbourg en 1882, fit en Afrique une carrière d'administrateur colonial et mourut à Dakar en 1932. Gustave, né à Saint-Pétersbourg en 1884, a vécu à Casablanca.
Reprise, mes deux cousins, Franz et Gustave, qui resteront jusqu'à notre départ. Dimanche 11 octobre à Paris, plus 6 jours. Je suis, ou plutôt nous sommes, arrivés hier matin après un assez long voyage. J'ai revu Jean, ravi d'être au lycée. Note, Jean avait obtenu de ses parents qu'il l'inscrive au lycée Condorcet. Et Mam, ravie d'avoir Jean. Les Troisiers sont venus ce soir, ils sont ici en ce moment. Ce matin, j'ai fait une action héroïque. J'ai rassemblé tous les petits bouts de poésie inepte que je me plaisais à faire et j'ai brûlé. J'en suis contente. C'était vraiment bête. Je n'ai gardé que deux poésies. La chanson des feuilles et la berceuse à Jacques. Note. Voir pour la berceuse à Jacques, ce journal au 22 juin 1896. Quant au poème qu'elle nomme Chanson des feuilles, Catherine ne l'a pas recopié dans son journal de jeunesse. Il ne figure pas non plus dans son œuvre poétique recueillie par Lawrence Joseph. Bien plus tard, le 22 juin 1913, elle se rappela dans son journal d'adulte sa vieille amitié pour les vers et les 13 ans de Catherine Pozzi qui ne s'exprimait qu'en rimes. Reprise. Il pleut, quel vilain temps sombre. Cela vous donne le spleen. Heureusement que nous avons le petit Sarraut à dîner. Note Louis Sarraut, secrétaire de son père, qui venait travailler au domicile de Samuel Pozzi. À dîner, il est si drôle, cela me remontera. Lundi 12 octobre. Miss Bruce est venue ce matin et j'ai recommencé à travailler. Il fait un temps glacial, j'ai mal à la gorge, avec un bon rhume de cerveau. Magali et Valérie ne sont pas encore à Paris. Moi, je suis devenue une personne tout à fait respectable, avec un air plus sérieux et des jupes un peu plus longues, comme c'est amusant de devenir une jeune fille. Mais bonsoir, il est 7 heures et la page est finie. Samedi 24 octobre, plus 12 jours. Il y a longtemps que je n'ai écrit, j'ai recommencé à suivre mes cours, je travaille du matin au soir, la tête m'en brûle. Jacques se porte assez bien, mais ses dents vont pousser bientôt, et cela le rend très grognon. Je n'ai rien à en dire. Elle est repartie en plein, dans le tourbillon des courses à faire, des visites, des essayages, des emplettes, des soirées à l'opéra, des dîners. Je ne la vois pas souvent, car tous ses moments libres sont pour Jacques ou pour papa. Quant à Jean, bon débarras, il est enfermé à la boîte. Dans la vie, la jeune fille est un être seul. Combien seul? Enfant, elle fut gâtée, chérie, adulée, jeune fille, on la laisse. C'est une fleur dont on ne veut pas respirer le parfum. Quand elle est dans le monde, une visible gêne et une contrainte pèsent sur les dames et les messieurs. On ne doit pas dire de légèreté. On s'observe. Quel ennui que la jeune fille, pauvre jeune fille. À qui pourra-t-elle se confier? À qui dire les choses qui lui brûlent le cœur? Près de qui pleurer? Avec qui sourire, hélas? Avec personne. Voilà pourquoi j'ai ce cahier, et voilà pourquoi j'écris, je pense et j'espère sur ces feuilles. C'est avec lui que je souris, c'est avec lui que je pleure, mon ami. Ma chose à moi, ma chose adorée. Combien je chéris chacune de ces feuilles où mon âme est écrite. Des larmes me viennent aux yeux. Une amertume atroce me serre la gorge. Dire qu'il n'y a personne avec qui je puisse pleurer en paix, personne ne me comprendrait, pas même maman. Mon âme, tu voudrais mourir? Mon cœur, cesse de battre, arrête, tout sera fini. Mon âme a beau s'agiter comme un pauvre oiseau blessé, enfermé dans une cage, mon cœur ne s'arrête pas. Pourquoi suis-je né? Personne ne me comprend. Personne ne saura jamais ce que sont les douloureuses et terribles angoisses d'un cœur de jeune fille. Si on me voit pleurer, on ne comprendra pas pourquoi je pleure. Si on me voit rêver, on croira que je pense à mon piano, ou à mon chien, ou à ma nouvelle robe. La jeune fille est un être seul. Dimanche 8 novembre, plus 14 jours. J'étudiais mon piano tout à l'heure lorsque papa est entré et a montré à maman un billet de 2 places pour le théâtre de l'œuvre. On joue l'opéra de Peter Gynt avec la musique de Grieg. C'est divin. J'ai déchiffré cela à 4 mains avec Miss Bruce. Il y a dans cet opéra quantité d'airs adorables. La chanson du matin, la mort d'Ils, la danse
d'Anitra, je me pâme de délices en jouant cela. Que doit-ce être joué par un bon orchestre? J'ai demandé, j'ai supplié maman de m'y laisser aller, elle n'a pas voulu. Pour quelle raison? D'abord parce que c'est le soir. Inepte préjugé. Les enfants doivent se coucher en sortant de table. Voilà les idées de maman. Elle devrait se mettre dans la cervelle que je ne suis plus une enfant, j'aurai bientôt 15 ans. Toutes mes amies qui sont de mon âge vont au théâtre le soir. Ça l'ennuie de s'embarrasser de moi. Ça doit être parce que je la vieillis. Songez donc une grande perche comme ça. Encore si j'avais des robes de bébé, comme elle le désire. Mais je me suis opposée formellement à avoir des jupes au-dessus du genou. Mais j'irai, je le veux. Je veux m'amuser aussi, moi. Je ne veux pas rester dans une nurserie jusqu'à 20 ans. J'ai décidé que j'irai. Quand même, je devrais pour cela faire semblant d'être malade. Lundi 23 novembre, plus 20 jours. Que c'est méchant, que c'est ingrat ce que j'ai écrit là il y a 15 jours. Pauvre maman chérie, va, toi qui ne penses qu'à bien élever ta petite fille, à en faire une femme sérieuse et intelligente. Je ne suis pas allée à Pierre-Gint. Comme tant d'autres, il m'a fallu baisser la tête, comme tant d'autres, il a fallu obéir sans broncher, car la grande phrase était là, ce n'est pas convenable. J'ai obéi, j'ai baissé la tête. Obéir à cette grande phrase-là, c'est le sort commun de toutes les jeunes filles. Je ne vais plus au cours. Voilà plus d'un mois que j'y vais, mais décidément, ce cours des demoiselles d'Alest est trop bête. On apprend une leçon tous les 15 jours, on fait des devoirs ineptes. Je suis bien contente de ne plus y aller. En revanche, j'aurai un professeur qui viendra me donner des leçons 2 fois par semaine. De cette façon, je ne ferai que des choses utiles. Je suis ravie, quelle veine d'avoir un prof. Les garçons vont me respecter. Je vais devenir savante. Mardi 1er décembre, plus une semaine. Maman est plus occupée que jamais, du moins elle le dit, et surtout elle prend l'air d'une martyre lorsqu'elle dit à ses amis je n'ai même plus le temps de lire un journal. J'attends avec impatience qu'elle m'ait trouvé un professeur, ou plutôt deux, un pour la littérature et l'histoire, l'autre pour le reste tel que la géographie, l'arithmétique, etc. Lundi 7 décembre, plus une semaine, journée très remplie hier dimanche. Le matin messe, puis déjeuner, puis conservatoire jusqu'à 4h30. On a joué délicieusement la symphonie en la de Beethoven. À ce propos, maman m'a dit de me rappeler d'en faire jouer l'Andante à son enterrement. Maman chérie, ton enterrement sera le mien, va. Comment rester sur cette vilaine terre quand tu n'y seras plus? Fidelia a fait son apparition, éblouissante dans une robe de bal rose, recouverte de tulle crème, nœuds roses et plumes dans les cheveux. Voilà pour un mois de gage. Enfin, elle a 20 ans, et c'est bien naturel qu'à son âge, on aime danser, se parer. Une voiture l'attendait en bas, elle est partie triomphante et pâle de joie pour le bal, où elle a dansé jusqu'à 3 heures du matin. Jeunesse, belle jeunesse. Une robe claire, bleu ciel, rose tendre ou blanche, décolleté, un ou deux bracelets, et les joyeux sons d'un orchestre ou même d'un piano seul, avec une salle bien cirée, quelques jeunes gens disposés à prêter pour un instant leurs bras pour un tour de valse. En voilà assez pour tourner toutes les têtes. Attends, là il y avait une note que j'ai. Remarque, note qui est mentionnée plus haut, note en bas de page. En fait, Catherine, alors souffrance avance, n'assistera pas à l'enterrement de sa mère. Celle-ci décédera à Paris le 14 mars 1932. Reprise. Et dire que j'ai été comme cela et que je le suis encore. Oh, pour une salle de bal, pour pouvoir tourner pendant un moment délicieux au son enivrant d'une valse dans les bras d'un bon danseur. Que ne donnerais-je pas pour cela? Folie, ineptie, je méprise en ce moment. Je méprise l'instinct de brute sensuelle qui me fait aimer ces choses et rêver d'amour. Où est mon âme en ce moment? Il n'y a que le corps qui pense. J'ai lu dernièrement un livre, une note. Il s'agit d'un ouvrage de Marie Corelli, 1855-1924, A Romance of Two Worlds, une romance de deux mondes, publiée aux États-Unis dans les années 1880-1890. Reprise, qui a renversé toutes mes idées,
qui m'a fait plus de bien que tous les sermons du monde. Du reste, il n'y a pas qu'à moi qu'il a fait du bien. La collection de lettres de reconnaissance à la fin du 2e volume prouve que les âmes qu'il a sauvées sont nombreuses. Après l'avoir lu, j'ai senti une paix immense descendre en mon âme. Depuis plus d'1 an, je n'avais cessé de chercher, de douter, de désespérer. Du reste, le commencement de ce cahier le prouve bien. J'étais malheureuse à ce moment-là, malheureuse comme je ne l'avais jamais été. Qu'on a raison de dire que la souffrance morale est pire, 100 fois pire que la souffrance physique. J'en sais quelque chose, j'ai souffert des deux. Pendant mes 3 maladies de l'intestin, j'ai souffert des agonies. Dans mes crises, j'avais à peine la force de crier, je palpitais de douleur. Je suppliais papa de m'opérer. Je sais ce que c'est que la souffrance physique. Mais d'août à Puy cet été et cet automne à la Groslay, ah, j'ai enduré plus que je n'avais jamais enduré pendant mes maladies. J'aurais pu en remontrer à Zola, en fait de croyance et de religion. Vous lisez bien, j'avais 14 ans, mais mon esprit a doublé les étapes. Mon âge au moral est plus du double de celui de mon corps. J'avais souvent lu des passages des auteurs modernes, et recueillant avec avidité toutes les preuves qu'ils donnaient de la non-existence de Dieu, de ce que l'âme meurt avec le corps, etc., j'avais fini par y croire. Les soirées de doute, la lutte désespérée entre ce qui restait en moi de foi et le doute, l'incertitude, la résignation, l'indifférence. J'étais près du gouffre. Je souffrais. Mon âme se raccrochait désespérément au moindre arbrisseau. À la plus petite preuve, j'allais tomber. Quand un miracle du ciel me mit entre les mains un livre anglais, The Romance of Two Worlds. Je le dévorais. Les magnifiques envolées vers le ciel, l'épreuve consolante de la douceur de croire peu à peu, doucement comme un petit enfant, à qui on apprend le credo, ou comme un vieillard, qui tâche de réciter une prière de son enfance qu'il n'a pas dite depuis longtemps. Je recommençais à croire, à prier, à espérer. Mon bon ange, mon ange gardien, esprit bienheureux, merci. C'est vous sans doute qui m'avez ramené à Dieu, à Jésus-Christ, merci. Je suis fatiguée, je m'arrête. Dimanche 20 décembre, plus 14 jours.